IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et à tous. Au-delà du miroir, comme chaque lundi et mardi de 21h à 22h, depuis très longtemps, depuis 2005, avec ce soir Christian Flech. Christian Flech qui me fait le plaisir de m'accorder cet entretien. Il a créé en 1994 le décodage biologique des maladies, il est psychobiothérapeute, il a un master en PNL, donc en programmation neurolinguistique et en langage métaphorique. Il est formateur réputé en décodage biologique en France et à l'étranger. Il est directeur de l'école internationale Santé Libre. Il utilise aussi l'hypnose ericksonienne, les cycles biologiques mémorisés et la psychothérapie. Il vient de publier aux éditions du Souffle d'Or « Le monde extérieur n'existe pas ». Pour votre santé, changer de perception. Bonsoir Christian Flech. Bonsoir Joël, bonsoir à chacune et chacun qui nous écoute. Bon, merci d'être avec nous. Donc, vos livres précédents, il y en a eu beaucoup. Je crois que vous êtes intervenant dans pas mal de pays. Vous naviguez sur tous les continents. Oui, actuellement je vais beaucoup en Amérique latine depuis 7 ans. Et puis aux États-Unis également, au Mexique, Costa Rica, Chili, Argentine. Espagne, effectivement. Je vais aller en Russie, Lituanie, Kyrgyzstan, en Polynésie. Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas À diffuser, certains principes de santé, sur le sens, l'origine des symptômes, tels que je le pratique depuis 25 ans, et l'exprime à travers les bouquins, et puis là, à travers notre rencontre. Donc exprimer une façon simple, pratique, concrète et efficace de se rencontrer, de rencontrer ce qu'il y a à l'origine du symptôme, à l'origine de toutes les maladies, sans exception. Alors, vous êtes un ancien infirmier libéral oui. Qui travaillait dans un petit village, en milieu rural. Oui. Vous avez eu quelques, pas démêlés, mais on vous a posé des questions. Alors, le Sénat vous a posé quelques questions sur ce que c'était finalement que le codage, pas le codage, qu'est-ce que c'était que le décodage biologique des maladies, en faisant référence à des anciens qui ont été plus ou moins condamnés pour ça, comme le docteur Hammer, le docteur Sabat. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchaient en vous convoquant ? Il y a 3 ans environ, une soixantaine de femmes, d'hommes, ont été convoqués devant le Sénat pour répondre à des questions, s'exprimer sur leur perception de l'être humain et de la santé, dans le cadre d'une enquête, et puis peut-être aussi de préparer des lois sur les médecines à caractère sectaire. Et je pense qu'il y a quelque chose d'utile et de positif à l'intérieur de cela. Pourquoi ? Parce qu'il y a également des charlatans dans toute approche, un petit peu partout. Et donc, cette intention intéressante, c'était de voir si finalement ces gens-là étaient dangereux pour l'usager de santé ou pas, et de connaître un petit peu plus. Le vécu que j'ai eu quand même face aux sénateurs, c'est qu'ils étaient pas informés directement, mais indirectement, donc par la Miviludes, et puisque je reconnaissais dans leurs questions certains propos de la Miviludes à mon endroit, et la Miviludes malheureusement a été mal informée puisqu'ils ne m'ont jamais rencontré, ils ne m'ont jamais questionné pour savoir exactement ce que je faisais. Donc que les politiques, que les dirigeants, que les responsables s'intéressent à toutes les différentes formes de thérapie, pourquoi pas, à partir du moment, on peut répondre, on peut questionner. Et donc j'ai présenté ce que c'est cette affaire-là, en complément avec la médecine allopathique, puisque le décodage biologique ne remplace jamais le travail du médecin, soyons clairs là-dessus, mais il vient en complément, travaillant en équipe. Et il y a eu, quelque temps plus tard, il n'y a eu aucune suite, ni poursuite, ni conséquence de cette affaire-là, il y a plus de 3 ans maintenant. Et il y avait une des sénatrices écologiques, cette femme dont je ne sais pas le nom, et qui a fait un article après toutes ces écoutes, toutes ces études, et qui était très intéressant, très sincère, en disant on ne peut pas se voiler la face, on doit se poser des réelles questions, nous autres responsables,
pour comprendre pourquoi tant de personnes, finalement, des malades, vont consulter des gens sans chercher à être remboursés, et ils trouvent un certain intérêt. C'est qu'il y a réellement des questions à se poser qu'on ne s'est jamais posées jusqu'à maintenant. Et voilà, ça s'est arrêté là. Mais elle avait une sincérité, une curiosité en se disant, mais il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se vit par là. Et donc, j'étais assez impressionné parce qu'en fait, c'était dans cette grande pièce avec une espèce de distance. Il n'y avait pas vraiment d'humanité puisque... Et les questions non plus n'étaient pas... Les questions étaient ciblées quand même. Oui, c'est ça. Donc, c'était vraiment... oui, voilà. Alors, ils vous ont proposé, et ça je conseille à ceux que ça intéresse de voir un peu quelles sont les questions que les gouvernements se posent au niveau des médecines douces, d'aller voir cette vidéo en tapant Christian Flech. Vous verrez, il y a cette vidéo, c'est pas un procès, mais c'est quand même des questions quand même assez précises sur le rôle du soignant. Est-ce qu'il soigne? Oui, est-ce que les patients sont des patients? Est-ce que vous avez le droit de soigner? Voilà, il y a des choses qui me semblaient vraiment superficielles dans ce débat. Encore une fois, pourquoi pas se poser des questions, puisqu'encore une fois, il peut y avoir des gens dangereux, des charlatans, mais en même temps, là, le débat, c'est, je parlais des malades, est-ce que vous avez le droit de parler de malades? Je parlais de soins ou de guérison, est-ce que vous avez le droit de parler de ça? Enfin, est-ce que vous avez le droit de soigner? Comme vous avez dit que vous étiez thérapeute, on a dit que vous n'aviez pas le droit de l'être. Oui, c'est-à-dire, on n'a pas le droit de soigner, mais ce que vous avez surtout dit dans cette vidéo, c'est que finalement les gens attendent de pouvoir parler. C'est-à-dire que le médecin n'a jamais assez de temps. Il n'est pas formé à ça. Ouais. Il n'est pas formé à ça. Le médecin est un chimiste d'une certaine façon, matérialiste, alors qu'il y a un siècle, le médecin de campagne ou autre, avant l'avènement des antibiotiques, était quand même un herboriste, était un homéopathe, était à l'écoute de la métaphore de l'être humain à travers le soufflet de forge auquel pouvait faire penser l'asthme, ou le galop de cheval auquel pouvait faire penser les battements de son cœur. Donc il y avait une espèce de rencontre métaphorique avec le symptôme, avec le corps. Et ce qui fait que le malade pouvait être propriétaire, pouvait être conscient, pouvait être propriétaire de son corps et de sa maladie. Maintenant, quand il s'agit de chiffres, de termes abscons, là, on parle de quelqu'un d'autre en quelque sorte. Donc, il devient passif dans sa guérison, dans sa santé, dans tout cela. Et donc, ce que je dis souvent, c'est que pour moi, le décodage biologique, c'est la poésie de la médecine. C'est-à-dire que le médecin est utile, je porte des lunettes moi-même, et voilà, et c'est très, très bien. Mais en même temps, il y a toute une dimension qui manque. Et si on retourne un peu à l'histoire de la médecine, on sait que les médecins, eh bien, jadis, ont appris ce qu'était le corps humain sur des cadavres. Et il y a quand même une grande différence entre un cadavre et nous, c'est la vie. Et la vie est émotionnelle, la vie est énergétique, la vie est spirituelle, la vie est autre chose que cette table, par exemple. Donc, la médecine, aussi indispensable et nécessaire soit-elle, a ses fondations sur le cadavre, une de ses fondations sur les cadavres. Je ne vais pas parler de Semmelweis qui parlait des miasmes et des microbes et qui a été rejeté, mis en asile psychiatrique, etc. par les médecins, bien avant, alors qu'il avait raison dans ses découvertes sur les germes. Mais donc la médecine a sans cesse elle a rejeté, puis après elle a absorbé, elle a évolué, etc. Et donc, le décodage biologique s'intéresse à ce qui n'intéresse pas le médecin. C'est ce que j'explique au Sénat. À ce qu'il n'écoute pas, à ce à quoi il n'est pas formé. On va prendre un jeune étudiant en médecine qui va mourir un enfant, qui va souffrir une femme, qui s'occupe d'un vieillard désespéré, etc. Eh bien, soit il va se former à la relation, à la psychologie, et faire un travail sur ses propres émotions, tout interne qu'il est en médecine, soit il se blinde. Et c'est pourquoi pas, c'est une espèce de protection, de refuge, de mécanisme de défense. Ayant été infirmier, étant toujours en contact avec certains médecins, j'observe très souvent cette défense, cette protection, cette survalorisation du mental, de l'analyse, du cerveau gauche. Et alors que le décodage biologique, ou l'hypnose, les thérapies brèves, les métaphores, le chamanisme par exemple, s'intéresse davantage au cerveau droit. Je ne dis pas que le décodage biologique est du chamanisme, je dis que c'est simplement, là il y a une dimension de l'être humain bien que nos anciens prenaient en compte pour le bonheur de nos ancêtres.
Oui, et puis il ne faut pas oublier que le médecin avant, c'était le médecin de famille, donc il connaissait tout ce qui se passait dans la famille. Il était quand même apte à voir quelles étaient les problématiques dans les familles, ce qui n'est plus le cas maintenant. On va peut-être partir sur le monde extérieur n'existe pas. Alors, il y a un bonus à votre livre. Imaginez-vous, auditeur, que vous retournez dans le passé il y a 1 an. Et imaginez-vous en face de vous-même, regardez cette femme, cet homme que vous étiez alors. Quelle différence y a-t-il entre cette personne et vous? Maintenant, allez à la rencontre de vous-même dans 1 an. Rencontrez-vous dans le futur. Quelle différence y a-t-il entre vous aujourd'hui et vous dans le futur? On les laisse réfléchir, on donnera la solution à la fin, parce que sinon c'est trop rapide. Vous dédiez ce livre à Dieu et à son jardinier. Les jardiniers, c'est qui? C'est nous? C'est une partie de nous, hein, je crois que c'est une hypothèse, c'est une proposition, c'est une invitation. Eh bien, nous arrivons dans cette beauté, hein, qui est la forme de l'esprit, enfin que l'esprit donne à son souffle. Et puis, qu'est-ce que nous faisons de cela, hein? On arrive sur Terre, on achète une propriété, on arrive dans un endroit, eh bien, ou bien autour d'une table, comme c'est le cas avec vous. Et là, nous sommes en train de jardiner à travers des mots, un paysage qui s'appelle la rencontre entre nous deux, la relation. On va fleurir tout ça, peut-être même fructifier, je le souhaite, à l'intérieur de l'oreille de nos auditeurs. Donc, l'être humain est invité ainsi à faire croître, à fructifier bien ce qu'il reçoit à un moment donné. D'accord, donc nous sommes tous des jardiniers. On a plus ou moins la main verte, mais on est des jardiniers. Alors, vous parlez de l'inconscient, du bas conscient et de l'inconscient. Ça, on le trouvera dans le livre pour ceux que ça intéresse. Ce ne sont pas vos problèmes que vous rejetez, c'est ce que vous rejetez qui devient un problème. C'est ça. Allons-y. Ok. La chose est là. Il se passe quelque chose. Il pleut. Ok. Alors que je voulais aller me promener ou je partais en vacances. Donc, je rejette cette réalité. Je ne veux pas qu'il pleuve. Je veux qu'il fasse soleil. Je rejette la pluie. Et donc, ça devient un problème, une contrariété, une colère, un désespoir, une frustration. Hein, parce que je rejette ce qui est là. Ou bien il y a une difficulté dans le couple, il y a des propos de l'autre qui me sont désagréables. Je rejette ça. Je voudrais que la chose ne soit pas là. Ou bien la chose est plaisante mais disparaît. Et je voudrais que ça continue, qu'elle soit encore là. Donc je rejette l'absence ou du positif ou le présent du négatif. Donc je refuse la réalité, car pour moi c'est le seul conflit qui existe pour l'être humain. Et donc le fait que je lutte contre le réel fait que forcément je vais perdre. La réalité a toujours raison. La réalité, définitivement, a toujours raison. Donc, ce mouvement intérieur égotique, orgueilleux, qui est « moi je sais mieux que la vie, ce qui devrait être là tout de suite », ce qui est quand même le comble de l'orgueil, fait que là, il y a souffrance, il y a conflit, il y a maladie, etc., etc. Et là, il y a problème. Il y a problème, parce que je rejette. Cela. Et alors que quand je suis dans l'accueil, dans l'acceptation, dans l'absorption, il y a transformation dans quelque chose de nouveau. Car comme je suis à la fois jardinier, je suis jardiné moi-même par l'esprit, par la présence, par l'énergie, par la vie, si je l'accepte. Donc vous dites un peu plus loin que la maladie vient à me guérir d'un mal plus profond. Je voudrais remercier la maladie parce qu'en vérité, elle vient me guérir d'un mal plus profond. C'est un peu aussi ce que disait Jung. Oui. Mais alors, lequel? De quel mal elle vient nous guérir? La maladie, c'est ça. Voilà, c'est ce que je propose. C'est que la maladie, comme point de départ, la maladie évite quelque chose de pire qu'elle-même. Donc, ce que j'explique dans le livre, quelqu'un voit sa femme, sa mère se disputer, il aime ces deux femmes à sa façon, et de façon différente, et il se sent coupable de cette dispute, et c'est insupportable. Et donc, première stratégie, c'est le refoulement, deuxième, c'est la surdité. Donc, puisque la maladie, c'est l'adaptation à un moment qui n'est plus, donc il vaut mieux être sourd que se sentir coupable du malheur de celle qu'on aime, par exemple. Donc, mais ça, je n'impose pas, c'est une démarche qui peut intéresser un certain nombre de patients. Parce que la thérapie, c'est un chemin. Et ce chemin, il démarre là où est le patient.
il termine là où souhaite aller le patient. Je n'ai pas de projet sur le patient, ni d'imposer ce que vous venez de dire, Joël, ni autre chose. J'ai voilà, mes expériences, mes déductions, mes réflexions. Maintenant, le patient, il est là, il a mal aux dents, il veut ne plus avoir mal aux dents. Il a de l'eczéma, il souhaite améliorer sa santé, encore une fois, donc en accord avec le médecin, en complément avec la médecine. Donc, où est-ce qu'il en est dans ses croyances sur la maladie, sur la thérapie? Donc, je vais le rencontrer là où il est, et puis on va, dans un premier temps, écouter le corps, et derrière ce symptôme, on va trouver un ressenti spécifique pour chaque organe. Si on parle d'eczéma, on parle de conflit de séparation. Si on parle de rhumatisme, on parle de dévalorisation. Si on parle de poumon, on parle de la peur de mourir. Donc ça va être une première étape, c'est quel est le sens biologique de chaque maladie. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, on va aller dans le pré-conflit, qui est la croyance, et ceux qui sont encore davantage disponibles, on va aller plus en amont, plus dans la structure, et c'est là le thème de ce nouveau livre, qui est dans l'identification. Les livres précédents parlaient du conflit biologique, émotionnel, et puis un autre livre parlait des croyances, qui préparent le conflit, qui prépare la maladie, et puis là je parle de l'identification. Donc il y a cette espèce de cascade, identification, croyance, conflit émotionnel et maladie. D'accord. Donc la maladie vient à me guérir d'un mal plus profond, elle est en nous-mêmes en tant qu'autre qu'on cherche à évincer. Ça c'est Jung qui parle de ça, ouais. Ouais. Et pourquoi on chercherait à évincer l'autre, cet autre qu'on n'est pas finalement? Il faudrait plus demander à Jung. Voilà. Mais alors c'est on va évincer. Alors l'autre, ça peut être justement l'ego, l'identification, l'autre soi-même, Ce qu'on veut pas être. ce qu'on veut pas voir, ce qu'on veut pas être effectivement. Et si on se bat contre soi, si on gagne, on perd. Si on perd, on perd aussi. Donc à lutter contre soi, il n'y a pas d'issue. Donc là, on peut se poser, et puis la première étape, c'est donner la parole d'une autre façon que par la douleur, la souffrance et la maladie. Le corps n'agit pas, il réagit. Le corps n'a pas l'initiative de fabriquer un symptôme ou une maladie. Donc il réagit à un ordre plus profond, qui vient de l'inconscient biologique. Donc on va donner un autre espace de parole à cet inconscient biologique. Donc voilà, je suis un petit bébé, j'ai été séparé de ma mère, de sa chaleur, donc je fais de la fièvre. Et donc je ne peux pas le dire directement, je ne peux pas l'exprimer par un dessin, une parole ou autre, donc je fais de la fièvre. Je me donne ce qui m'a manqué. Ou je suis séparé du contact, de peau à peau, donc je fais un eczéma. Donc dans un premier temps, le thérapeute, ou l'art thérapeute, le psychanalyste, etc., la plupart des thérapeutes, vont dégager, offrir un autre espace, un autre support d'expression, autre que le corps, autre que les cauchemars, que les névroses, que les mal-être, que les phobies. Tiens, dis-moi-le avec un dessin, dis-moi-le en tapant, en criant, dis-moi-le en parlant, pour l'analyste par exemple. Donc là, en décodage biologique, donc une fois que le symptôme est là, on va dégager un espace d'expression accessible par le patient. Certains seront visuels, je pourrai l'utiliser, d'autres sont kinesthésiques, donc ils pourront marcher sur des lignes de temps, pour que ce qui s'était dit dans ce symptôme puisse se dire d'une autre façon et puisse être abouti. Ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est qu'on a tous l'impression qu'on choisit notre métier, notre mari, qu'on choisit d'avoir ou pas des enfants, qu'on choisit ce qu'on mange, mais par contre on choisit jamais la maladie. C'est pas nous qui choisissons la maladie, elle nous tomberait dessus comme ça, comme par hasard, et on peut se poser la question de savoir pourquoi on peut penser qu'on choisit tout le reste et pas ça. En réalité, même le reste on ne le choisit pas. C'est pas moi qui le dis, je veux dire même... non, mais on a l'impression. C'est ça, on peut avoir... Oui, c'est ça. Sauf la maladie. C'est ça, vous avez raison, tout à fait. Voilà, c'est pour revenir un petit peu à mettre les pieds sur terre. C'est ça. Donc là, c'est quand même un livre qui s'adresse beaucoup à étudier le monde extérieur n'existe pas. Vous écrivez à la page 35, à plus d'un endroit, notre vie ressemble à une pièce de théâtre répétitive que nous n'avons pas choisie. Et notre corps est comparable à un écran de télévision où apparaissent des informations
Douleur, maladie, tension. Notre corps n'a pas l'initiative de fabriquer et de nous adresser ces informations. La télévision n'a pas l'initiative d'afficher tel film de guerre ou telle scène d'amour. L'écran fait ce qu'on lui dit de faire, transmet ce qu'on lui dit de transmettre. Le corps fait ce qu'on lui demande de faire. Il exprime des sensations, des émotions, des maladies qui ne sont que des informations. Les questions importantes, la question importante est mais d'où viennent-elles ? Et qu'est-ce qui nous les envoie si on est finalement dans une pièce de théâtre où on n'a pas choisi le rôle? Donc la question, d'où viennent-elles et qui nous les envoie? Alors, c'est des apprentissages. Je veux dire que là, je vais prendre une feuille de papier, je vais écrire, donc j'ai oublié. J'ai oublié qu'il y a moultes années, plusieurs lustres, j'ai appris à former la lettre A, la lettre B, à les mettre ensemble pour faire le son bas, ça, da, etc. Donc, il y a des apprentissages. La plupart des gens ont oublié tout souvenir avant l'âge de 3 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien vécu. Bien au contraire, ça veut dire que c'est devenu inconscient. Et donc, cette période d'apprentissage précoce vraiment intense, elle est active, ô combien. On a appris à marcher, on a appris à avoir peur du voisin, peur des hommes, peur des adultes, à avoir confiance en soi, etc., etc. Donc on a appris à se sentir abandonné, à être en fusion, on a appris à détester les épinards, et ainsi de suite. Donc, ou à écrire, ou à apprendre à parler, ou à nager, ou d'autres choses. Donc, ce qui agit en moi, ce sont tous les apprentissages. Et pour l'inconscient, il n'y a rien de péjoratif. Si j'ai peur de l'eau parce que j'ai failli me noyer, c'est bien d'avoir peur de l'eau. Il n'y a pas de jugement pour la biologie. Tout est positif, tout est adaptation en quelque sorte. Donc mes comportements d'aujourd'hui sont des réactions. C'est-à-dire qu'une des définitions du mental, vous parliez de Swami Prajnapada, le mental pour lui définitivement c'est le passé. C'est le passé qui fait irruption, intrusion dans le présent. Toute cette mémoire qui devient active alors qu'elle n'a pas forcément lieu d'être aussi importante dans le présent et qui n'est parfois pas du tout adaptée. Donc ma grand-mère a vécu la guerre, elle a été privée de tout à cause des Allemands, donc voilà, après toute sa vie elle a peur des Allemands et elle a toujours du sucre et de l'huile à la maison. Donc elle a appris à avoir peur de manquer, à avoir peur de la langue germanique. Donc mais on a oublié l'apprentissage, on a oublié la question, mais on garde la réponse, on garde le même comportement adaptatif. Et quand on ne peut plus avoir ce comportement adaptatif, à ce moment-là, on retombe en stress, et à ce moment-là, apparaît le symptôme. La question que vous posez, dans ce qui me dérange là tout de suite, quand j'ai un problème, qu'est-ce que cela évite de pire? La question qu'on doit se poser, c'est ce que là évite de pire. Il faut un peu développer là-dessus. Par exemple, quelqu'un est alcoolique, il vient en thérapie, il me dit « Ah là, j'en ai marre d'être alcoolique, de boire, etc. » Je dis « Arrêtez, si vous ne voulez plus être alcoolique, arrêtez de boire. » Mais en dessous, il y a... Il ne peut pas. Oui, parce qu'en dessous, il y a... Il ne peut pas, parce que s'il s'arrête de boire, il va être dépressif, il ne va pas avoir de sens à sa vie, il va se sentir seul, il va avoir des Je pense à un voisin, c'était pas vraiment un patient, donc il fumait un peu de cannabis tous les jours depuis 40 ans, et puis il décide d'arrêter, et là il a commencé une dépression, il est sous traitement, c'est-à-dire qu'il est passé du cannabis aux antidépresseurs. Donc, voilà, c'était un problème bien sûr de fumer du cannabis, nous sommes tous d'accord avec cela, mais maintenant ça a évité quelque chose de pire qui était vraiment une dépression très très importante. Alors, il est intelligent, il fait un travail thérapeutique, il fait remonter des choses, mais le problème apparent évite quelque chose de pire. Quelqu'un est seul, n'a pas d'amis, et s'ennuie, il dit « Oh là là, mais vraiment c'est un problème, je suis pas social et tout. » Vas-y, rencontre des gens. Ah ben non, là j'ai peur, je me sens menacé, ils vont me torturer. C'est inconscient, ça va venir dans la thérapie après, mais il ne le sait pas. Donc on est conscient des inconvénients de notre problème apparent, mais pas des avantages plus inconscients. Pareil pour les cancers, pareil pour le diabète, la cécité ou toutes les maladies, puisque derrière il y a un conflit et qui évite aussi lui quelque chose de pire. Alors, pour terminer la première partie, vous dites que l'inconscient ne naît pas inconscient, il ne naît du verbe naître pas inconscient jamais, il a été un jour, conscience toujours. Ouais.
Voilà, donc l'inconscient au départ était de la conscience. Oui, toujours, c'est le fameux apprentissage. Je suis un enfant, il y a un chien qui vient vers moi, je suis conscient que le chien est là, et c'est un Saint-Bernard, et que moi, voilà, je suis tout petit, il me saute dessus, je suis conscient de ça, et je suis terrifié. Et je n'ai pas de solution concrète et consciente. L'ultime solution, eh bien, je le mets de côté, j'oublie ce traumatisme, j'ai juste peur des chiens, je vais les éviter, donc solution parfaite. Et donc, ça devient inconscient, mais ça a été conscient à un moment donné. Et donc, le travail d'hypnose, de PNL, de décodage biologique, de psychanalyse, par la psychanalyse et la réaction, va permettre, au bout de moult et moult années, parfois, donc, de trouver cela. L'hypnose est beaucoup plus rapide, et le décodage biologique, lui, encore plus rapide pour faire un lien spécifique avec le symptôme. En une séance, on va pouvoir faire un lien spécifique entre telle maladie et puis tel ressenti dans le traumatisme. Mais il a été conscient, ce chien, où ma mère, je l'attends à la sortie de l'école, elle ne vient pas, je suis bien conscient qu'elle n'est pas là. Et après, j'oublie ce moment-là, et je suis conscient que j'ai peur d'être abandonné, je suis en dépendance affective, il faut toujours que je sois avec une femme. Ça, je suis conscient des conséquences, de la solution d'adaptation, du problème apparent, en réalité qui est une solution, mais j'ai oublié, eh bien, j'ai rendu inconscient ce qui fut conscient à un moment donné. Deuxième partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM. Nous poursuivons. Le monde extérieur n'existe pas. Pour votre santé, changez de perception. Avec Christian Flech, qui est donc initiateur du décotage biologique des maladies. Et là, on va parler de l'enfant. Vous dites que l'enfant est l'employé au service des ancêtres. Ça serait intéressant, auditeurs et auditrices, que vous vous souveniez des héros que vous jouiez quand vous étiez enfant. Quand vous étiez enfant, vous jouiez un rôle et vous le saviez. Et vous nous dites, Christian Flech, qu'en tant qu'adulte, on joue un rôle et nous nous identifions maintenant au personnage que nous jouons. Ah oui, ça c'est clair et net pour moi. C'est clair et net. C'est-à-dire que l'enfant, il joue, mais il pleure, il a des vraies émotions, il joue à Zorro, à la princesse, que sais-je. Oui, tu m'as tué, tu n'avais pas le droit, j'étais le plus fort, et puis toi, ton pistolet, machin. Donc là, il y a une partie de lui qui sait que tout ça, c'est un jeu. Ou, tiens, je suis la princesse, alors vous devez me dire, vous devez m'admirer. Voilà, les petites filles, les petits garçons vont jouer à tout ça. Mais il y a une partie d'eux qui n'est pas dupe, tout en ayant des vraies émotions. Ils ont aussi ce recul, cette distance quelque part, et dès que maman les appelle pour le goûter ou autre chose, et bien voilà, ils laissent tomber les costumes, et puis ils se réconcilient et c'est fini. Et nous autres adultes, eh bien c'est le drame, c'est le drame au sens étymologique, c'est-à-dire la pièce de théâtre, puisque dramaturge c'est celui qui invente des jeux de théâtre, eh bien, notre drame à la plupart de nous autres en tant qu'adultes, c'est quand le costume est collé sur notre peau. On est devenu le personnage. C'est-à-dire, on se prend vraiment très, très au sérieux. Nous sommes le directeur. Mais heureusement qu'on se prend au sérieux, sinon vous n'auriez pas fait le décodage biologique et je ne serais pas en train de faire cette émission. Il faut quand même bien qu'on porte un costume. Alors, avec la lucidité, c'est-à-dire que l'or véritable pour moi, c'est vraiment la lucidité, c'est la clairvoyance, c'est la conscience. Tout est possible, mais avec cette thématique, il n'y a rien vraiment de sérieux. Il n'y a rien de vraiment de grave, il n'y a rien vraiment d'important. Tout est du théâtre, tout est un jeu. Et pourquoi je me permets de dire ça, c'est que quand la mort va s'approcher, et si nous en sommes conscients à cet instant-là, eh bien, ou même là les choses tomberont, on se dira, en fait, c'était pas si important que ça. Ou même avant, je me rappelle mon arrière-grand-mère quand j'allais la voir et que je pleurais parce que mon vélo était cassé, parce que mon frère l'avait fait tomber, ou parce que j'avais une mauvaise note, et je sais pas trop quoi. Et je disais, c'est vraiment dramatique, c'est la fin du monde. Alors, je revois encore son sourire, qui croyait sans y croire, et qui me disait, oui, tu as raison, Christian. Oui, c'est vraiment, mon pauvre petit chéri. Mais si je la revois aujourd'hui, en réalité, elle était au-delà, il n'y a pas de problème pour elle. Elle ne vous disait pas, t'en verras d'autres ? Non, parce que ça dépend comment on a été élevé. Bien sûr. Voilà. Non, elle avait de la tendresse, et elle avait beaucoup de tendresse. Donc, c'est à la fois, je te rejoins là dans ton malheur, comme ça tu n'es pas seul, mais en même temps, je suis à l'extérieur de ça. J'y crois pas.
Alors Je justement, crois pas. mais alors qu'est-ce qui fait, mais pourquoi s'identifie-t-on si facilement au personnage qu'on est en train de jouer? Ben ça, c'est le... comment Je dire? suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai une grosse voiture, voilà, et d'un seul coup je perds tout, donc j'existe plus. Pourquoi on s'identifie à la voiture, au mari, aux enfants, à la profession, à tout ça? Pourquoi on s'identifie si facilement? Oui, ça c'est le propre de l'être humain, de tomber dans cette affaire-là. Et une des explications peut-être, c'est le thème de l'ego, qui est la fausse identité. Et la dépendance aussi. Voilà, donc l'ego, il veut que les choses soient stables. Il veut que ça dure, voilà. Je suis en couple avec telle personne, je veux que ça dure toute la vie et qu'elle m'aime ou qu'il m'aime toute la vie. J'ai tel talent ou telle chose, je veux que ça dure toute la vie. J'ai tel renom, tel compte en banque, telle maison. Donc la problématique de l'identification, je crois, vient de l'ego qui cherche quelque chose de stable pour se rassurer. Pas de changement. Pas de changement, surtout pas. Alors, ce que nous apprennent le Bouddha, Swami Prajnapada et Eckhart Tolle ou tant d'autres, c'est que seul le changement est constant. Il y a deux choses dans l'univers. Il y a la conscience, qui est stable, qui ne change pas, et tout le reste change. Tout ce qui va à l'intérieur du champ de la conscience, toutes nos expériences, ça change. Et nous, on va vouloir s'identifier à nos émotions. Alors c'est une absurdité. On passe d'une émotion à l'autre, d'un instant à l'autre, n'est-ce pas? On va s'identifier à nos opinions, alors qu'on n'a pas d'opinion stable depuis notre conception jusqu'à notre mort. Nous ne sommes pas nos opinions, elles bougent sans cesse. On va vouloir s'identifier à notre physique, qui change aussi. Ouais, on va Donc tout rester change. jeune. C'est ça. Donc tout change en permanence. Les émotions, les pensées sont des objets. La maison, les amis, ça change, le couple, etc. Donc, mais ça c'est très très angoissant pour l'ego qui est dans une étape nécessaire de notre croissance. L'enfant qui ne construit pas son ego, une image de lui positive, valeureuse, glorieuse, orgueilleuse, eh bien, il a des problèmes. Il va avoir des problèmes d'adaptation, d'épanouissement, de croissance. Donc, il y a une étape indispensable chez l'enfant, et puis après chez l'adolescent, qui est moi je. Et puis après, on passe à autre chose, dans le meilleur des cas. La femme est enceinte, ben son centre, son moi, c'est plus lui, c'est le bébé. C'est plus elle, c'est le bébé. Donc, et pour le mari, eh bien, dans le milieu amoureux, eh bien, c'est plus lui, ça va être sa femme, a priori. Celle qu'il aime, qui est au centre de son cœur. Mais à cause de cette ambiance, ces valeurs sociales, puisque ça dépend des cultures, ça dépend des époques aussi, cette notion-là d'identification. Si je prends l'exemple de l'Inde, il y a certains dialectes hindous où le verbe être n'existe pas, avoir n'existe pas. Il n'y a pas de traduction. Comme j'étais aux îles Marquises, merci n'existe pas, c'est un thème, on ne remercie pas. Si vous donnez quelque chose, c'est que vous avez envie de le donner, on ne va pas vous remercier. Eh bien, il y a certains dialectes et régions d'Inde, avoir, ça n'existe pas. Donc, ils n'ont même pas cette thématique, comme dans le livre que tout le monde connaît, donc 1984, où on avait supprimé quelques mots. Eh bien, là, c'est pareil. Donc, il y a des cultures. Notre culture moderne a pris par contre comme option la propriété, la possession, avoir. Et en réalité, quand je possède quelque chose, eh bien, on sait que c'est l'inverse, c'est que je suis possédé par ce quelque chose qui décide pour moi. Oui, vous parlez dans votre livre du livre de George Bucay. Oui, George Bucay, oui. Qui se demande qui possède qui et si on est esclave de nos possessions. Ouais. Dans ce livre, il est dit aussi que ce n'est pas le sein qui t'alimente, mais le lait. Oui. Alors Oui. Ça, c'est pour parler aux dépendances affectives, sexuelles, romantiques et autres. C'est-à-dire qu'on va fixer sur un objet la satisfaction de ce que nous procure cet objet. C'est-à-dire que voilà, telle femme, tel homme, telle personne, telle situation, je vais l'idolâtrer. Alors que non, il y a juste quelque chose qui passe à travers ce sein, qui est le lait, qui est la substance, qui est la nourriture, ou qui passe à travers tel être humain, qui va être l'amour par exemple, ou d'autres choses, à travers maman, à travers une fiancée, un ami, que sais-je. Il y a quelque chose au-delà de cette personne-là. Mais je peux le bloquer, c'est-à-dire que je peux tomber dans le piège de l'identification, mais c'est aussi sur l'autre. Je vais identifier l'autre
à mon sauveur, à mon nourrisseur, à mon Dieu. Et c'est le même piège, c'est les mêmes leurres en quelque sorte. On va revenir sur cette phrase de tout à l'heure, l'enfant est l'employé au service des ancêtres. Tu es la maladie de tes ancêtres, leurs symptômes, leur ego. Tu es l'employé de ta famille et rien d'autre. Allons-y. Oui, tant que nous sommes inconscients, eh bien, il y a ce que Marc Fréchet a découvert et qu'il nommait le projet-sens. Projet-sens, c'est que Boris Cyrulnik en parle à quelque endroit. Il dit, mais est-ce que vous croyez qu'un enfant peut venir au monde sans qu'il y ait un projet? Ok. Pour Cyrulnik, la réponse est claire, c'est qu'il n'y a pas de jet, il n'y a pas de phase matérielle s'il n'y a pas une phase immatérielle avant. Et c'est ce que disait Marc Fréchet, un psychologue parisien. Il disait, il n'y a pas de jet sans projet. Il n'y a pas de conception sans idée préconçue. Il n'y a pas notre émission de radio s'il n'y avait pas eu le projet de cette émission de radio. Ça, c'était pas donné rendez-vous. Voilà. Mais il n'y a pas ce rendez-vous s'il n'y a pas une insatisfaction avant, une espèce de désir qui creuse quelque part, une espèce d'aspiration à quelque chose. Donc il y a ces trois phases c'est la nuit, j'ai froid, c'est l'insatisfaction, et j'ai le projet de chaleur ou de clarté, et j'invente le feu. Et le feu existe, ou la lumière électrique, les bougies, ce que vous voulez. Donc il y a l'insatisfaction d'un couple, d'une famille, comme la métaphore du sauveur, par exemple. Et puis après, il y a le projet du Messie, et puis il arrive. Donc cet enfant, il va venir satisfaire une difficulté que les parents n'avaient pas à surmonter. Et il y a une anecdote très intéressante d'un homme juif c'était il y a bien longtemps, plus d'un siècle, je dirais. Et un jour, il dit à son père, Papa, est-ce que je peux jouer du violon? Et son père juif de lui répondre, comment peux-tu penser à des choses aussi frivoles alors que le temple de Jérusalem a été détruit? Le fils n'en parlera plus jamais, parce que juste il voulait faire du violon. Donc si vous voulez dégoûter votre fils du violon, vous savez à peu près que dire. Et cet enfant n'en parle plus, il grandit, il se marie, il procrée un enfant qui va prénommer juif. Son prénom, c'est juif. Qui se dit un juif, Yehudi. Et cet enfant, Yehudi, saura jouer du violon sans qu'on comprenne pourquoi. On lui donnait 2 cours, il savait jouer. À 8 ans, il fait son premier concert, à 10 ans, son premier disque, etc. Yehudi Menuhin est connu dans le monde entier. Et l'histoire ne s'arrête pas là, puisque dans son grand âge, il s'arrête de faire du violon, et il construit quoi? Des temples de la musique. Puisque le grand-père, lui, ce qu'il annonce à son fils, alors que le temple a été détruit, que va faire le petit-fils pour honorer et satisfaire l'inconscient de son père? Il rebâtit des temples, et des temples de la musique. Pour qui? Pour que les enfants puissent jouer. Donc pour que son père puisse jouer, puisque pour la biologie, le temps n'existe pas. Donc il va offrir un temple à son grand-père, un temple de la musique à son père, pour qu'il puisse venir jouer du violon ou tout ce qu'il a envie. Et il y a des milliers d'enfants qui ont, grâce à cette histoire-là, pu découvrir la musique. Donc on peut croire qu'il a choisi d'être violoniste, non. On peut croire qu'il a choisi de bâtir des temples, etc. Non. Il répond à cette pression transgénérationnelle. Il est l'employé de l'inconscient familial. Alors, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir de quel inconscient vous êtes né, vous? Oui, donc moi je m'appelle Christian, Christ le Sauveur, et donc une des raisons de cela, et puis j'étais infirmier, c'est un oncle qui s'appelait Marcel, qui est mort jeune, il avait 6 ans. Et puis je fais, en réalité, pour démarrer, au cours de ma thérapie, j'ai la vision de l'enterrement d'un enfant. Je dis, tiens, c'est quoi ce truc-là? Et c'était très émouvant. Et puis j'en parle à ma grand-mère, et je dis, mais qui c'est qui est mort? Enfin, je commence à lui décrire cette chose-là. Elle me dit, mais comment tu le sais? On l'a toujours caché, c'est mon frère qui est mort, machin. Il s'appelait Marcel, et ainsi de suite. Elle me raconte l'histoire qui
qui corroborait et conjointait ce que j'avais perçu donc en thérapie. Et donc, et ma mère a été porteuse de cette affaire-là, et donc il fallait qu'elle donne à sa grand-mère qu'elle adorait, eh bien, l'enfant sauveur qui ressuscite les morts, et pour le moins qui les soigne en étant infirmière. Le Christ, sauveur. Donc vous pouvez vous poser la question aussi, auditeur, auditrice, de qu'est-ce que vous êtes venu réparer? Donc l'intérêt, ça serait de devenir spectateur de sa vie, mais on peut se poser la question, pourquoi ce scénario? Et vous dites pour un instant infime, un minime instant inaccepté. Oui. Oui, absolument. Voilà, cet homme, il veut faire du violon, son père, il veut pas. Ça dure un instant. Et bien, ça va déterminer son enfant dans toute sa vie, dans toute sa carrière. Ben, heureusement, quelque part, heureusement qu'on l'a empêché. Alors là, c'est un bon exemple. Bah oui. Mais je pense plutôt à un autre patient qui, sa mère était dépressive et le médecin lui dit, écoutez, vous avez qu'à faire, elle n'avait jamais eu d'enfant, le médecin dit, faites un enfant, ça vous occupera, comme ça au moins vous arrêterez de pleurer. C'est ce qu'elle fait. Son fils, qui était pharmacien, qui vendait des antidépresseurs toute la journée, c'est-à-dire il s'occupait de sa mère indirectement, eh bien il vient me voir. Pourquoi? Eh bien parce qu'il rencontrait que des femmes dépressives. Il allait en boîte de nuit, il rencontrait la femme la plus rigolote de la soirée, ils se mettaient ensemble et il s'avérait au bout de quelques mois qu'elle était une dépressive cachée. Et en fait, il ne pouvait pas faire autrement que rencontrer sa mère, puisqu'il avait été programmé pour soigner la dépression de sa mère. Donc là, la thérapie a permis de mettre de la conscience et de le libérer de ce programme. Nous jouons jusqu'à la mort l'œuvre, à moins d'oser changer la mise en scène, changer de script, trahir, et c'est ça, se désidentifier, ou devenir spectateur, trahir. Comment peut-on trahir? Parce qu'on quitte la loyauté, on quitte le scénario, on quitte le programme. Roméo, finalement, il se dit, je ne prends pas, je ne bois pas. Ce poison, finalement, je ne sens pas ce coup-là. Ou le Christ au jardin de Gethsémani, il dit, écoute, là, c'est bien sympa, sauver l'humanité, machin, en plus, je ne suis pas sûr que ça marche, mais là, du coup, le calice, je ne le bois pas. Donc, c'est-à-dire, on sort du scénario. On était programmé pour être médecin parce que papa voulait l'être, il n'a pas pu. Eh bien, on sort de cette affaire-là par la prise de conscience ou par un projet d'âme qui va être spécialement important, par exemple. Troisième partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM, toujours avec Christian Flech, dans cet au-delà du miroir. Alors, nous ne sommes pas là pour guérir de nos maladies, mais ce sont nos maladies qui sont là pour nous guérir. On en a parlé en première et deuxième partie, mais nous guérir de quoi? On en a parlé aussi. Tout malheur partagé diminue de moitié. L'intérêt d'en parler, c'est-à-dire de pouvoir exprimer son malheur, fait qu'il est moins virulent. Oui, alors, dans le livre, je détaille un peu, il y a parler et parler, c'est-à-dire que j'ai un malheur parce que mon patron m'a licencié, donc je peux parler de ça et ça ne sert à rien. Je vais critiquer mon patron. Je vais au bar, je commande une bière, il y a d'autres copains qui sont là, je dis, tu sais, le patron, il est méchant, il est ceci et cela, rien ne change. Donc, tout malheur partagé, c'est-à-dire que si je suis honnête, sincère avec moi-même, il ne s'agit pas de dire avec colère, mon patron est un imbécile, il s'agit de dire, je suis en colère. Je ressens de la colère est en moi. Et donc, en disant cela, je me dissocie, je me désidentifie de ma colère. Et je la reconnais. Et la reconnaître, c'est important. Vous dites que le malheur, c'est un bonheur qui s'est arrêté en chemin. C'est Annick de Souzenel, ça vient d'Annick de Souzenel. Tu es l'unique personne au monde qui vit ta vie et qui va continuer à le faire un certain temps. Tu es la seule personne au monde avec qui tu as passé, tu passes et tu passeras ta vie et chaque instant de ton existence. Tu es la seule personne au monde qui va vivre dans le futur les conséquences de tes décisions présentes, pas ceux qui te conseillent. Il n'y a qu'une personne avec qui on restera jusqu'à la fin, c'est nous. Et ça, c'est bien de s'en rappeler. Oui, pour être en bonne relation avec soi-même. Mais quand on ne s'aime pas? Alors, on peut accepter le fait de ne pas s'aimer. Il faut commencer par ça. Je reconnais ça. Je reconnais le fait que je ne m'aime pas. Et puis, si on se fait accompagner, on va réaliser que ce n'est pas moi qui ne m'aime pas, mais c'est quelqu'un d'autre qui ne m'aimait pas et que j'ai introjecté, que j'ai intériorisé.
Et c'est pas moi que cet autre n'aimait pas, mais une certaine image, une certaine projection. Donc on va pouvoir mettre ça à l'extérieur et reconnaître eh bien, qu'en réalité c'était un leurre. On revient sur la trahison. Vous dites que dans toute guérison, il y a une trahison. Oui. Pour guérir, il faut trahir. Oui. Oui, puisque nous en avons parlé précédemment, nous sommes l'employé au service de l'inconscient familial. Donc nous sommes un acteur de théâtre conditionné à jouer une farce, une tragédie ou autre chose. Donc parfois la pièce est bonne, si on pense à Yodi Menuhin ou d'autres, d'accord, c'est sympathique. Mais parfois la pièce, la vie est affreuse. Donc là, on va trahir ce projet sens dont j'ai parlé brièvement précédemment, le projet sens de papa, de maman, les réparations, toutes ces choses-là. Voilà, je suis le renégat, je suis le traître, je me dissocie de ça, et je ne suis plus l'employé de la famille, je ne suis plus l'enfant de la famille, je ne suis plus identifié à ça. Et quand je suis dans cet état de conscience et de présence, au-delà de l'histoire, bien finalement tout ça est réintégré. Il n'y a plus ni traître ni non-traître, puisque c'est la finalité de mon livre, de cette réflexion, c'est d'aller au-delà de l'histoire, au-delà des apparences. Donc il y a comme plusieurs couches. Il y a une couche effectivement je trahis, et puis une autre couche je trahis pas parce qu'il n'y a pas de traître et il n'y a personne à trahir. Il y a juste la conscience pure qui joue qui joue l'expérience de la vie, de l'incarnation et des émotions, et qui joue avec elle-même, en quelque sorte. Pourquoi vous avez voulu pas de chapitre 6 cette fois-ci? Parce que cette fois-ci, ça fait 7 x 6, 42, c'est ça? Non, pourquoi pas, si vous avez envie de... Bon, il n'y a pas de chapitre 6 cette fois-ci, mais on passe au chapitre 7, les incontournables rencontres, et surtout, comme on arrive en fin d'émission, les 3 étapes du changement qui sont d'abord acceptées, on en a parlé. Rendre grâce, on n'en a pas parlé, on peut même rendre grâce à la maladie. Oui, ça c'est un cran au-dessus. Ça, c'est un cran dessus, c'est-à-dire que vous en avez parlé vous-même, vous n'êtes pas étrangère à ça, vous avez fait quelques allusions, c'est bien finalement, grâce à tel problème, on se réunit là ce soir, grâce à tel conflit parental, on a pu entendre un violoniste magnifique, etc. Donc, il y a j'accepte, et puis après il y a la gratitude. J'accepte d'être malade, et puis après je remercie d'être malade. Parce que ça m'a permis de voir quelque chose, de guérir autre chose. Oui, alors tout le monde n'y accède pas, et on l'imposera évidemment à personne, parce que ça peut être scandaleux, ça peut être provoquant, ça peut être douloureux de dire à quelqu'un, voilà, auquel l'enfant est malade, on va chercher le sens de cette affaire-là, mais après de dire, merci que mon enfant soit malade, et puis qu'il ait une leucémie ou autre chose, c'est pas facile pour autant. Il faut qu'il se suicide. C'est ça, par exemple. Donc, certains y accèdent et témoignent de ça. Et je cite Merlin Caroteur dans l'ouvrage qui m'avait beaucoup touché en son temps, il y a une trentaine d'années, et qui, grâce à ce remerciement, qui est un petit peu revenu à la mode avec Ho'oponopono, eh bien là, il y a des petits miracles en quelque sorte qui se produisent quand c'est plus que j'accepte. C'est-à-dire, c'est merci, je t'aime. Désolée, pardon, merci, je t'aime. Alors, on va parler un peu du monde extérieur qui n'existe pas. Vous dites que le passé est une construction du mental, une création permanente, il change d'un jour à l'autre, c'est un spectacle. Mais bon, le passé fait quand même qu'on est là, c'est un spectacle, le passé. Mais de quoi on parle ? C'est-à-dire, quand on parle du passé, de quoi on parle ? On parle de fumée, on parle d'électricité dans le cerveau, avec de la chimie à côté. On parle de quoi quand on parle du passé, en réalité ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre que cet instant que nous vivons là, autour de cette table ? Donc, et ce passé, on le déforme. C'est-à-dire que là, j'étais avec mon frère ce matin, là, à Bordeaux, on parlait d'un souvenir, et puis on ne se rappelait pas exactement de la même chose. Donc à l'origine des pathologies, un événement imprévu, et le ressenti détermine l'organe malade, c'est un peu ce que vous faites avec votre... Le décodage biologique. Le décodage biologique. Donc je n'ai pas d'a priori sur les prochains moments présents, on est d'accord. Ne pas mettre le passé devant soi. Les 3 principes de la thérapie, remettre du mouvement, car tout problème est de l'inertie, le temps s'est arrêté.
Mais c'est ça. Alors, ce qui est positif dans un apprentissage, j'apprends à conduire et il s'avère que voilà, le frein est à tel endroit, l'accélérateur à tel autre. Ok, j'ai appris et toutes les voitures vont être comme ça. Donc cet apprentissage, il est adapté. Ok. Maintenant, je parlais de ma grand-mère ou peu importe qui a été torturé par les Allemands. Le temps s'arrête. Je suis torturé par les Allemands. Il y a un arrêt sur image. Il y a un arrêt sur image. Et toute sa vie, elle va rejeter les Allemands, les philosophes allemands, les peintres allemands, la musique allemande, etc. n'existent pas. Et ça la terrifie. Donc, et là, c'est inadapté, puisque, bien évidemment, il y a des très belles choses qui viennent d'Allemagne, dans mon exemple. Donc, où je suis enfant, l'autorité me crie dessus, mon père me crie dessus, toute ma vie, j'ai peur qu'on me crie dessus, c'est plus du tout adapté. Donc, on remet du mouvement, des mises à jour. Deuxième principe de cette thérapie, changer le support de l'expérience. Oui, le problème n'est pas le problème est ce que j'en fais. Il y a des gens qui ont vécu des choses identiques et qui ont fait des choses différentes. Si on étudie la vie des artistes, je parlais de Dali, mais je pourrais parler de la mère alcoolique de Jimi Hendrix, les parents qui ont abandonné John Lennon, la mère de McCartney qui est morte, ou d'autres. On va voir des souffrances, ou Johnny Hallyday qui a été abandonné aussi par ses parents, etc. Donc, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils en ont fait de l'art, de la beauté, de la poésie, du bonheur pour l'humanité. Ou si on regarde le Bouddha, il a tué sa mère. Au bout d'une semaine, à cause des suites de couches, sa mère meurt. Donc, il en fait quelque chose. Il en fait que la mort n'existe pas, donc j'ai pas tué ma mère. Ou Eckhart Tolle, son professeur de philo, se suicide. Et qu'est-ce qu'il en fait? Il n'y a que le moment présent. Donc, on peut, à partir d'un traumatisme, en faire la lumière en quelque sorte. Troisième principe et dernier principe de cette émission, le principe de la thérapie de Christian Flasch, changer l'angle de perception, car le problème est l'observateur, non le perçu. Oui, c'est le sous-titre. Donc, pour votre santé, changer de perception. Le problème n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. C'est ça. Puisque, je pense à un ami, par exemple, où son collègue, ils avaient une boîte tous les deux, il va profiter des vacances pour vendre la boîte et vraiment de manière frauduleuse. Enfin, l'autre n'a aucun recours. Et dans un premier temps, il dit c'est la fin. C'est vraiment la fin de ma vie, etc. Et donc, c'était sa perception. Et puis, avec certains travail, justement, de méditation, de dissociation, il dit non, en réalité, c'est une chance, c'est une bénédiction. Et donc, ce changement d'angle lui a donné beaucoup d'énergie et puis d'idées nouvelles. Et il a créé une école après de thérapie et c'était son rêve. Donc, il a changé juste l'angle de perception sur le même phénomène. Oui. Comme on le fait avec la maladie, autour de cette table depuis 1 heure. On change notre perception de la maladie. Le monde extérieur n'existe pas aux éditions du Souffle d'Or. Christian Flasch, je vous remercie. Une citation pour terminer l'émission. Car dans la mort, tu n'emportes que la vie. Ça, c'est de vous? Je crois pas, mais je sais plus de qui. Car dans la mort, tu n'emportes que la vie. C'est pas de moi, non. C'est pas de moi. Mais je sais plus où je l'ai lu, ça. Ouais. C'est une belle citation. Ouais. Car dans la mort, tu n'emportes que la vie. Ça veut dire que la vie continue. Eh oui. Merci à vous, Christian Flasch. Merci beaucoup. Merci, Joël, infiniment. La solution à la question qu'on vous avait posée en début d'émission sur cette partie d'imagination où vous vous retourniez dans le passé, où vous avanciez dans l'avenir et vous demandez quelle était la différence qu'il y avait entre vous hier et aujourd'hui et vous dans le futur. La conscience est la même, le contenu change. Les pensées ne sont pas les mêmes, les préoccupations non plus. Quelque chose qui est stable, c'est un endroit sans conflit, qui ne connaît pas ni la peur ni l'envie. Donc, et c'est ça, au fond, qui est la grande prévention, la grande leçon de la maladie. Maintenant, on y accède avec difficulté, sauf si on se met sur les pas de certains maîtres spirituels.